Chapitre 1 Rayonnement dans l'univers. Cette leçon est de niveau terminal S. Elle est présentée par moi-même, Alain, de la chaîne YouTube Alain Science Étrange. Regardons un peu le programme officiel du terminal S en sciences physiques. Il s'agit ici d'étudier les rayonnements dans l'univers, et plus particulièrement l'absorption des rayonnements par l'atmosphère terrestre. Donc extraire et exploiter des informations sur ce sujet, et connaître les sources de rayonnement radio, infrarouge et ultraviolet. Plan de la leçon. Tout d'abord un grand 1 avec une introduction, où on présente le sujet rapidement. Ensuite, grand 2, atmosphère et rayonnement. On étudiera l'atmosphère et les rayonnements, et leur interaction principalement, c'est-à-dire quels sont les rayonnements qui sont absorbés, quels sont ceux qui traversent l'atmosphère, etc. Grand 3, nous étudierons les rayonnements avec en particulier l'infrarouge. Au grand 4, les rayonnements avec l'ultraviolet, et grand 5, les rayonnements avec les ondes radio. Et enfin, au grand 6, nous ferons une conclusion. Grand 1, introduction. L'homme est dans l'univers, et l'univers est fabriqué à partir de matière en interaction avec des rayonnements. Nous ne percevons à la surface de la Terre que ce que l'atmosphère veut bien nous laisser observer, c'est-à-dire les rayonnements qui ont le droit de traverser l'atmosphère. Mais les satellites augmentent notre pouvoir d'observation. Nous étudierons dans ce chapitre l'atmosphère terrestre ainsi que les rayonnements et leur interaction. 2. Atmosphère et rayonnement. L'atmosphère terrestre, il faut le savoir, joue le rôle d'un filtre pour les rayonnements de l'univers, c'est-à-dire qu'elle en laisse passer certains et en absorbe d'autres, ou les renvoie. Les différents types de rayonnements électromagnétiques qui proviennent de l'univers sont représentés sur la photo du bas. Nous avons, à partir du plus énergétique, les rayons gamma, ensuite les rayons X, ensuite l'ultraviolet, ensuite la lumière visible, ensuite les infrarouges et les ondes radio. Voilà les différents types de rayonnements qui peuvent provenir de l'univers et traverser ou non l'atmosphère. Nous verrons lesquels la traversent et lesquels ne la traversent pas. Absorption par l'atmosphère terrestre. Nous avons sur cette image une courbe très intéressante. Tout d'abord, elle représente l'atmospheric opacity en anglais, c'est-à-dire l'opacité atmosphérique, c'est-à-dire la façon dont l'atmosphère est opaque à certains rayonnements. Donc, quand je suis à 100% d'opacité, c'est que le rayonnement ne passe pas. Observons, en fonction de la longueur d'onde, l'opacité de cette atmosphère terrestre. Donc, il est évident qu'à partir des longueurs d'onde les plus petites, c'est-à-dire des rayons gamma, on a une opacité de 100%. Donc, l'atmosphère ne laisse pas passer les rayons gamma, ni les rayons X ensuite. Par contre, dès qu'on s'approche de l'ultraviolet, il y a un petit passage. Donc, une petite partie des rayons ultraviolets peuvent passer. Tandis que les lumières visibles passent presque à 100%, vu que l'opacité est quasiment en dessous de 10%, 5-10%. Ensuite, pour les infrarouges, c'est fluctuant. Certains passent, certains ne passent pas. Donc une fraction d'infrarouge peut passer, mais pas tous. Et enfin, quand la longueur d'onde augmente, nous avons à partir d'un moment un passage excellent. Donc entre à peu près 5 cm de longueur d'onde et 10, 20, 30 mètres de longueur d'onde, l'opacité est nulle. C'est-à-dire que les ondes, qui sont des ondes radio, dans ce cas-là, passent très très bien. Et à partir de 30 mètres environ de longueur d'onde, paf, l'opacité bondit à 100%, donc ces ondes radio ne passent plus. Donc nous avons 3 fenêtres de passage, dans le visible, un peu dans l'infrarouge, et dans une zone d'onde radio. Et les ultraviolets passent un tout petit peu, mais pas beaucoup. Sur la photo du bas, nous avons exactement ce que je vous ai dit, mais avec des phrases qui expliquent. Par exemple, les rayons gamma, les rayons X et l'ultraviolet sont bloqués par l'atmosphère terrestre. Ensuite, la lumière visible passe. La plupart des infrarouges sont absorbés. Les ondes radio peuvent passer, mais pas celles de grande longueur d'onde. Conséquence. Les rayonnements provenant de l'univers observable sur Terre sont principalement, donc, tout d'abord la lumière visible, ce qui nous permet de dire qu'on peut voir grâce au Soleil, un peu d'infrarouge, donc ce qui explique l'effet de serre sur la Terre, je vous rappelle, c'est-à-dire l'emprisonnement d'une partie du rayonnement infrarouge envoyé par le Soleil, et les ondes radio de haute fréquence, c'est-à-dire de petites longueurs d'onde, ce qui nous permet de communiquer en haute fréquence avec les satellites. Grand 3, les rayonnements avec tout d'abord l'infrarouge. Voici une belle photographie. Nous voyons un chat. Mais ce n'est pas une photographie avec une caméra qui prendrait une photo
de la lumière visible. En fait, c'est une caméra infrarouge qui a pris ce chat en photo. Et les couleurs que nous voyons sur cette photo sont en fait de fausses couleurs, car le rayonnement infrarouge, vous le savez, est invisible à l'œil humain, mais pas à la caméra infrarouge. Et comme la caméra est obligée de coder en couleurs ce qu'elle observe, elle dispose de fausses couleurs pour rendre cette photo infrarouge visible aux hommes. Alors en fait, plus la couleur, enfin la fausse couleur est rouge, plus la partie observée est chaude. Et plus la fausse couleur est bleue, plus la partie observée est froide. C'est évident que le vert et le jaune sont donc des températures intermédiaires entre le rouge et le bleu. Le rayonnement infrarouge, finalement, est visible par ces caméras infrarouges, car elles sont sensibles à des longueurs d'onde entre 0,7 micromètres et 1 mm. Bon, pas exactement cette plage intégrale de longueur d'onde, mais une certaine zone de longueur d'onde qui est comprise entre 0,7 micromètres et 1 mm, qui sont les bornes d'observation des infrarouges. Voici un exemple d'application des photos infrarouges. Nous avons photographié une maison avec une caméra sensible aux infrarouges. Nous voyons toujours en fausse couleur cette maison. Qu'observe-t-on? Nous observons que les zones les plus chaudes, donc celles qui sont codées en rouge, sont le dessous des toits et les fenêtres. Et le haut des fenêtres même, plus précisément. Donc on en déduit qu'il y a des pertes thermiques à ce niveau-là, vu que la température est la plus haute. Donc c'est là que les échanges de chaleur se feront le plus intensément, donc il y a des pertes thermiques. Donc cette maison semble mal isolée. Comparons à droite une photo de la maison en lumière visible et à gauche une photo de la maison en lumière infrarouge. Qu'observe-t-on de différent? Tout simplement, il est évident que la photo en lumière visible est beaucoup plus fine en détail que la photo en lumière infrarouge. Cela est dû à la longueur d'onde, car la longueur d'onde des infrarouges est supérieure à la longueur d'onde de la lumière visible. Donc les détails, qui sont limités par la diffraction, seront plus fins lorsque la longueur d'onde est plus petite, c'est-à-dire en lumière visible. Faisons d'autres remarques. Voici maintenant le caméraman infrarouge en action. Il photographie une nouvelle maison, pas la même maison que précédemment. La maison précédente est à gauche de notre diapositive, je l'ai remise ici. Et à droite, c'est une nouvelle maison. Et nous observons sur la caméra infrarouge une photo de cette maison, en infrarouge, en fausse couleur bien entendu. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que le toit cette fois-ci n'est plus rouge, il est vert. Et les fenêtres sont un peu rouges mais aussi vertes. Donc il semblerait que cette maison soit un peu mieux isolée que la précédente. Car sur la précédente, la température au niveau du dessous de la toiture était carrément rouge. Donc vous savez, plus la température est élevée, plus l'échange thermique sera fort avec l'extérieur, si on suppose que la température de l'air est la même. Et en dehors de la Terre maintenant, quelles sont les sources de rayonnement infrarouge dans l'univers? Ce sont principalement les étoiles, dites froides, c'est-à-dire dont la température n'est pas extrêmement élevée en surface, les nébuleuses aussi, des gaz de poussière, ainsi que les planètes. Voici les trois sources principales de rayonnement infrarouge dans l'univers. Observons à droite deux photos. Une photo de la nébuleuse d'Orion, tout d'abord en visible à droite et ensuite en infrarouge à gauche. Les informations obtenues, ce ne sont pas les mêmes. Nous avons globalement un nuage d'une nébuleuse qui est étendu dans une certaine zone de l'espace, mais nous n'avons pas les mêmes détails, pas les mêmes informations. Notamment, il y avait deux étoiles, vous voyez, en bas de la nébuleuse d'Orion, qui sont très brillantes en lumière visible et qui sont quasiment invisibles en infrarouge. Donc ce sont des étoiles qui ne doivent pas être froides, mais plutôt chaudes. C'est confirmé par le fait que leur aspect est bleuté. Donc plutôt un rayonnement qui tend vers l'ultraviolet, vers le bleu et l'ultraviolet, plutôt que vers le rouge et l'infrarouge. Une étoile maintenant. Étudions une étoile, par exemple notre étoile, le Soleil. En visible, elle a l'aspect sur la photo de gauche et en infrarouge sur la photo de droite. Nous voyons qu'il y a bien une émission infrarouge par le Soleil. Alors il faut savoir que le Soleil, c'est une étoile considérée comme un peu froide. Elle est ni trop froide. Je crois que les températures d'une étoile froide peuvent démarrer à 3000 degrés en surface. Et les plus chaudes, 13 000 degrés. Donc le Soleil qui est autour de 6000 degrés en surface, environ, j'arrondis, est une étoile qui émet bien dans l'infrarouge car elle est considérée comme pas trop chaude, ni trop froide, mais entre les deux. Et enfin un exemple de planète, l'exemple de Saturne. Nous observons que Saturne est bien un émetteur infrarouge,
car la caméra infrarouge capte parfaitement l'image de Saturne en infrarouge, avec une zone froide qui sont les anneaux et une zone plus chaude qui est la sphère de la planète elle-même. Pour conclure sur les infrarouges, comme nous avons vu sur la courbe de l'absorption des rayonnements par l'atmosphère terrestre, la courbe est reproduite encore sur cette diapositive en bas, les infrarouges sont majoritairement absorbés par l'atmosphère terrestre, même si une petite partie traverse l'atmosphère. Il faut donc se placer en général dans l'espace pour observer la majorité des sources infrarouges, qui sont les étoiles froides, les nébuleuses et les planètes. Par exemple, le télescope spatial Spitzer de la NASA a joué ce rôle d'observer le ciel en infrarouge. Actuellement, sa réserve d'hélium est épuisée, donc il fonctionne beaucoup moins bien, mais il a fonctionné jusqu'à environ 2010. Et nous a envoyé de très belles photos infrarouges de beaucoup d'astres de l'univers. Grand 4, étudions maintenant le rayonnement ultraviolet. Tout d'abord, il faut savoir que le rayonnement ultraviolet est de plus petite longueur d'onde que la lumière visible, mais tout en étant de plus grande longueur d'onde que le rayon X. On dit que son domaine de longueur d'onde est situé entre environ 400 nanomètres et environ 100 nanomètres. Il est majoritairement absorbé par l'atmosphère terrestre, mais pas complètement. Nous voyons sur la courbe que l'opacité n'est pas 100% strictement au début des ultraviolets. Pour observer des astres qui émettent dans l'ultraviolet, il vaut donc mieux se placer dans l'espace, bien entendu. Mais une petite partie des ultraviolets traverse quand même l'atmosphère, donc un avion en très haute altitude, là où les ultraviolets sont moins absorbés, verrait des astres qui émettent dans l'ultraviolet. Mais pas tous non plus. J'ai reproduit aussi sur la photo de droite un schéma qui explique l'absorption par la peau des ultraviolets. Vous savez que les ultraviolets sont divisés en plusieurs zones, les UVA, les UVB, les UVC. Et nous voyons ici que les UVA pénètrent plus profondément que les UVB. Donc ils sont plus dangereux et ils vont attaquer la peau en plus grande profondeur. Par contre, si vous mettez un écran solaire, les UVA, tout comme les UVB, sont réfléchis, donc vous êtes protégé. Et en dehors de la Terre, où trouve-t-on des sources de rayonnement ultraviolet dans l'univers? Ce sont tout d'abord les étoiles dites chaudes, dont la température est plus élevée, et la plus élevée, ça peut aller jusqu'à 13 000 degrés, ainsi que les galaxies. Ici, nous voyons une photo des étoiles des Pléiades. Elles sont chaudes et de couleur bleue. Donc elles émettent vers le bleu et bien sûr vers l'ultraviolet. Exemple maintenant d'une galaxie, par exemple la galaxie d'Andromède. Dans le visible, nous voyons sa photographie à gauche, tandis qu'à droite, nous voyons sa photographie dans l'ultraviolet. Il est évident que nous voyons bien l'image dans l'ultraviolet de la galaxie d'Andromède, donc la galaxie émet dans l'ultraviolet. Pas tous ces parties, mais une grosse partie de la galaxie émet dans l'ultraviolet. Pour conclure sur les ultraviolets, nous pouvons dire que sur la courbe d'absorption des rayonnements par l'atmosphère terrestre, les ultraviolets sont majoritairement absorbés par l'atmosphère terrestre. Il faut donc mieux encore se placer dans l'espace pour observer les astres qui émettent dans l'ultraviolet. Ces astres sont les étoiles chaudes et les galaxies, je vous le rappelle. Le télescope spatial Swift joue ce rôle d'observer le ciel dans l'ultraviolet, entre autres missions qui lui sont affectées. Grand 5. Les rayonnements, les ondes radio. Les ondes radio sont un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde supérieure à 1 mètre. Avec un cas particulier, les micro-ondes qui sont entre 1 mm et 1 mètre. Mais au-delà de 1 mètre, ce sont des ondes radio pures. Et elles sont complètement libres de traverser l'atmosphère pour une longueur d'onde entre environ 10 cm et 10 mètres. Mais au-delà de 10, 20, 30 mètres, il y a opacité de l'atmosphère avec ces ondes radio-là. Donc deux zones, une zone où les ondes radio passent à travers l'atmosphère et une zone où elles ne passent pas. Les grandes longueurs d'onde ne passent pas, tandis que les petites longueurs d'onde passent. Quelles sont les sources de rayonnement radio en dehors de la Terre? Ce sont principalement d'abord tout l'univers. Vous savez qu'il y a un rayonnement fossile de l'univers qui imprègne tout l'univers, qui est isotrope, qui provient de toutes les directions avec la même intensité, etc., etc. C'est un résidu du Big Bang, tout simplement. Donc tout l'univers nage dans un rayonnement radio qu'on appelle le rayonnement fossile de l'univers. Ensuite, il y a les nébuleuses et les galaxies qui émettent un rayonnement radio. Et enfin, un objet particulier qui sont les pulsars. Ce sont des étoiles à neutrons, restes de supernovas. La plus vieille lumière dans notre univers. Voici une photo telle que l'a détectée et construite en très haute précision le satellite Planck, qui est venu après le satellite Kobe, qui nous avait donné une première image de cet univers, mais avec moins de précision. Planck a fait une meilleure précision. Alors il faut savoir que on peut considérer que le rayonnement
qui reste dans l'univers, qui est la trace et le résidu du Big Bang, correspond au rayonnement émis par un corps noir. Donc il a une certaine température, mais il y a des petites fluctuations qui ont donné naissance aux galaxies, etc. Voilà. Nous avons dit que les nébuleuses, les galaxies, émettent aussi un rayonnement radio, que l'on peut capter à l'aide du radiotélescope, par exemple de Nancy, ou d'autres, comme ce réseau d'antennes de radiotélescopes. Beaucoup d'endroits dans le monde disposent de radiotélescopes qui étudient le rayonnement radio provenant des galaxies, des nébuleuses, etc. Alors, beaucoup de longueurs d'onde émises par les astres sont transmises par l'atmosphère, bien entendu. Donc, il n'est pas utile de placer des radiotélescopes dans l'espace. On peut les placer au sol. Enfin, un dernier objet grand émetteur d'ondes radio, ce sont les pulsars. Pulsars sont des étoiles à neutrons qui tournent rapidement sur elles-mêmes. Elles sont issues de restes de supernovas et elles émettent un rayonnement radio très directionnel. Et les satellites? Ils peuvent communiquer avec la Terre avec des ondes radio très haute fréquence, car l'atmosphère est transparente à ces fréquences-là. Je rappelle que pour les petites longueurs d'onde, c'est-à-dire les hautes fréquences d'ondes radio, l'atmosphère est transparente. La partie de l'atmosphère qui laisse passer ou pas les ondes, selon leur fréquence, est l'ionosphère, qui est une couche ionisée de l'atmosphère. C'est elle qui est responsable du comportement de l'atmosphère vis-à-vis des ondes radio, vis-à-vis de leur fréquence. Si la fréquence est élevée, ils peuvent traverser. Si la fréquence est trop faible, l'atmosphère les bloque. Alors, l'ionosphère étudions là un tout petit peu. Elle est caractérisée par une fréquence de coupure, Fc, qui dépend de la densité d'électrons libres dans le plasma ionosphérique. Comme l'ionosphère est ionisée, c'est un plasma, c'est-à-dire c'est un mélange d'ions positifs et d'électrons libres. Si on étudie en physique ce plasma, nous observons que si on envoie une onde électromagnétique, c'est-à-dire une onde radio dessus, si la fréquence de l'onde radio qu'on l'on envoie est supérieure à la fréquence de coupure du plasma, dans ce cas-là, on prouve que l'onde traverse l'atmosphère, traverse l'ionosphère. Mais si la fréquence de l'onde radio est plus faible que la fréquence de coupure du plasma ionosphérique, l'onde ne traverse pas l'atmosphère. Donc, je vous fournis en annexe de cette vidéo un logiciel qui s'appelle Ionosphère et vous pourrez l'étudier pour observer le comportement d'une onde radio qui essaye de traverser l'atmosphère, c'est-à-dire qui essaye de traverser l'ionosphère. Grand 6, conclusion. Chaque type d'astre de l'univers émet un ou plusieurs types de rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement peut être capté ou non au sol selon la transparence de l'atmosphère terrestre à ce rayonnement. Ceci explique les stations d'observation au sol ou dans l'espace à bord de satellites. Si l'onde électromagnétique peut traverser l'atmosphère, on peut l'observer à partir du sol de la Terre. Sinon, on est obligé d'envoyer des satellites dans l'espace pour l'observer. Il faut retenir que l'atmosphère terrestre laisse passer la lumière visible, un peu d'ultraviolet, un peu d'infrarouge ainsi que beaucoup d'ondes radio.